Bonjour, bienvenue au deuxième épisode du tout nouveau balado Affaires d'État des collines aux tribunaux, le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Je suis Guillaume Rousseau, professeur de droit et directeur de ces programmes. Je suis accompagné par Maître Sophie Tachereau, coordonnatrice académique de ces programmes. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir le journaliste Antoine Robitaille, qui est bien connu là, pour sa chronique dans le Journal de Montréal, ainsi que son émission Là-haut sur la colline à Cube Radio. Oui, ceux qui suivent l'actualité politique au Québec connaissent en effet Antoine Robitaille, qui est un journaliste politique bien connu. Et ceux qui suivent l'actualité constitutionnelle le connaissent peut-être encore plus parce que c'est un des rares journalistes qui suit vraiment de très près l'actualité constitutionnelle. Donc, c'est tout naturellement qu'on a pensé à lui pour venir parler avec nous du retour de la question constitutionnelle. Bonjour Antoine et bienvenue à Affaires d'État. Bonjour. Alors, avant d'aborder là, avec vous cette fameuse question constitutionnelle, on a quand même prévu quelques questions pour apprendre à vous connaître puis pour en fait que nos auditeurs apprennent à vous connaître également. Donc, en quelques mots, là, pouvez-vous nous résumer votre parcours académique? Moi, j'ai étudié en sciences politiques au baccalauréat et à la maîtrise. À la maîtrise, je me suis concentré en philosophie politique. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur un penseur écologiste américain qui est un anarcho-écologiste. Donc, je me suis penché là-dessus. Très intéressant. J'ai des bons souvenirs. Je l'ai même rencontré avant son décès. J'ai fait un article dans Le Devoir à l'époque. Tout ça pour dire qu'après mes études en sciences politiques, j'ai décidé de faire du droit. J'ai fait un an en droit à l'Université McGill, mais je suis devenu papa, puis j'avais pas envie d'être avocat. Donc, j'ai à ce moment-là embrassé la carrière de professeur au cégep, mais évidemment, je suis de la génération X, donc c'était une époque où les emplois étaient toujours précaires et rares. Et en même temps, je voulais devenir journaliste. Alors, à ce moment-là, j'ai enseigné un peu au cégep, puis je suis devenu journaliste tranquillement, 10 ans pigiste et ensuite au journaliste au devoir. D'accord, très bien. Alors, effectivement, vous m'avez vu venir un peu. Donc, après les études, on se demandait un peu, on vous demandait de nous dresser le portrait de votre carrière. Pouvez-vous quand même en donner plus de détails par rapport à votre grande carrière là, qui dure quand même depuis plusieurs années? Donc, vous avez commencé, vous avez dit, à titre de pigiste? Oui, c'est ça. J'ai été pigiste pendant 10 ans. J'ai fait 1001 métiers à côté pour fonder une famille. J'ai 3 enfants. Je les ai eus jeunes. Donc, j'ai fait de la rédaction, j'ai travaillé comme fonctionnaire au ministère de la Culture. J'ai toujours précaire, hein, parce qu'il n'y avait jamais d'emploi à temps plein. On l'oublie, la génération X, sa caractéristique, c'est d'être oublié. Même aujourd'hui, on me traite de boomer, ça m'insulte parce que j'étais fâché, moi, contre les boomers à l'époque. Tout ça pour dire que c'est ça, j'ai été pigiste pendant 10 ans, ça a été très formateur, ça m'a forcé à être polyvalent. Puis un jour, c'est présenté à moi la possibilité de devenir correspondant parlementaire ici à Québec, ce qui m'a ramené dans ma ville natale, parce que j'y suis né. Et donc, je fais carrière ici à la Tribune de la Presse depuis ce temps-là. D'abord au Devoir comme reporter, ensuite éditorialiste de 2012 à 2017, puis au Journal de Montréal, donc chef de bureau d'enquête pendant quelques années. Puis récemment, je me suis reconcentré sur la chronique politique et l'animation de mon émission, comme vous l'avez dit, à Cube Radio, émission Là-haut sur la colline, qui est spécialisée en sciences politiques, en politique. Et en sciences politiques, on peut dire, oui. Puis justement, là, évidemment, le Québec compte plusieurs bons journalistes politiques, mais vous, là, vous vous distinguez par votre intérêt pour la question constitutionnelle ou plutôt là, les questions constitutionnelles. Donc, on se demandait d'où vous vient là, cet intérêt-là, d'où ça a commencé, là, tout ça. Il y a une part générationnelle, parce que moi, j'ai grandi, donc quand j'avais 20 ans en 1988, quand il y a l'arrêt Ford. Et l'arrêt Ford, c'est pas uniquement un événement juridique, c'est un événement politique très fort. Pour ma génération, encore une fois, génération X, un peu oubliée, on a fait des manifestations très importantes pour protéger la loi 101. Ne touchez pas à la loi 101, c'était le slogan à l'époque. Puis à ce moment-là, je me suis vraiment intéressé
à la question constitutionnelle parce que Robert Bourassa avait décidé d'utiliser la disposition de dérogation pour protéger la loi 101 contre l'arrêt Ford pendant au moins 5 ans. Et c'est ça m'a amené à développer un grand intérêt pour cette question. J'ai pris un cours qui m'a marqué en sciences politiques qui s'intitulait Fédéralisme canadien, simplement. À ce moment-là, dans ces années-là, accord du Lac-Meach aussi, c'est pas juste l'arrêt Ford, là, c'est l'accord du Lac-Meach qui était une tentative de corriger l'affront de 1982. Donc, fédéraliste canadien, c'est Christian Dufour qui nous l'a donné, qui venait d'écrire son livre « Le défi québécois ». Puis par la suite, quand je suis arrivé en droit, là, j'ai fait, évidemment, en première année, comme on le fait tous, le cours de droit constitutionnel et j'ai découvert donc la lecture attentive et des arrêts et ça a bouché toutes sortes de trous que je pense qu'il y a dans la formation de sciences politiques et ça m'a vraiment... c'est resté en moi, donc, cette passion-là du droit constitutionnel et de la politique. Et évidemment, quand je suis devenu reporter ici à l'Assemblée nationale, c'était des acquis que j'avais avec lesquels, c'était un prisme par lequel je voyais la politique au jour le jour. Et c'est devenu même une blague à la chronique que je tenais tous les jours à l'émission du Trisac au 98.5. Je disais que j'étais érotisé quand il y avait des questions constitutionnelles. C'était un peu... c'était de l'autodérision. Mais en même temps, c'était une façon de dire aux gens, attention, c'est très important, ces questions-là, qui ont été tabous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la mort du Lac-Meach et le décès de l'accord de Charlottetown à partir de 92, puis ensuite le référendum donc, où le non l'a gagné avec une petite marge en 95, bien, c'est devenu tabou, la question constitutionnelle. Et moi, ça m'a toujours énervé parce qu'on ne peut pas mettre un couvercle sur les questions constitutionnelles dans un pays, même si c'était le rêve de Pierre Elliott Trudeau, que d'avoir une constitution qui serait immuable pour 1000 ans, un peu comme celle de Lycurgue à Sparte. Justement, ça nous mène à notre prochaine question parce que vous avez parlé donc d'une période d'effervescence pour la question constitutionnelle, donc les années 80, début jusqu'au milieu des années 90. Ensuite, c'est un petit peu devenu tabou et je pense que pendant plusieurs années, vous étiez un des seuls journalistes, justement, à en parler, et quitte à faire un petit peu d'autodérision, effectivement. Mais là, j'ai l'impression que depuis quelques mois, vous n'êtes peut-être plus seul comme journaliste à suivre l'actualité constitutionnelle parce qu'elle est devenue plus mainstream, cette activité constitutionnelle-là. Il y a des choses qui se passent sur le front constitutionnel, me semble-t-il, plus dans les derniers mois que ça pouvait être le cas au début des années 2000, par exemple. Est-ce que je me trompe ou on assiste au Québec et peut-être plus largement au Canada depuis quelques mois à un retour de la question constitutionnelle? Je me méfierais de mon opinion là-dessus, puisque, évidemment, je vois un peu de la Constitution partout. C'était le personnage que je m'étais construit à la radio, puis que je continue. D'ailleurs, je continue avec Benoît Dutrisac les midis, puis on rit de ça. Puis évidemment, j'ai la chronique constitutionnelle de Patrick Taillon. Donc, je ne sais pas si mon regard est assez, détaché pour faire un tel constat. Moi, je trouve que les questions constitutionnelles ont toujours été là, sont toujours là. C'est fondamental, c'est la loi fondamentale. On en a fait un tabou, alors que dans le pays voisin, là, aux États-Unis, évidemment qu'on parle de constitution à peu près tous les jours, puis ce n'est pas une question honteuse, parce qu'ici, ben, ceux qui voudraient en parler veulent changer l'ordre constitutionnel, puis d'une part, il n'est pas changeable à cause de la formule d'amendement que Pierre Elliott Trudeau y a insérée, hein? Il a avalé la clé, puis il est mort, et d'autre part, ben, le reste du Canada ne veut pas en parler parce que c'est très commode de laisser les choses ainsi. Je pense que ça fait son affaire, c'est dans son intérêt. Et tout ça conspire contre la question constitutionnelle, mais il faut la ranimer. Puis moi, je suis ravi de voir que dans le projet de loi 96, le Québec prend les devants, se définit lui-même et va jusqu'à aller dans le Google Doc de
l'acte de l'Amérique du Nord britannique et de la loi constitutionnelle de 82 pour écrire des choses qui font son affaire. Ça, je trouve que c'est une belle inventivité puis une belle audace. Oui, bien justement, j'avais une question sur le projet de loi 96. Vous y avez un petit peu répondu, ce qui me mène à la question suivante, où justement, si on élargit un peu le débat, oui, effectivement, le projet de loi 96, je pense que vous avez raison d'en parler. Puis ça fait peut-être un petit peu sauter le tabou dont vous parliez à l'instant, puisque, bon, il y a une tentative de modification de la Constitution canadienne par le Québec. Mais en même temps, la question que j'ai pour vous, c'est de savoir votre analyse politique de cette situation-là. Est-ce que pour vous, le projet de loi 96, et plus particulièrement la disposition qui vient modifier la Constitution canadienne unilatéralement, pour vous, est-ce que c'est le geste isolé d'un ministre ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une orientation gouvernementale plus large? Bon, évidemment que le bureau du premier ministre a approuvé ça, sinon le ministre seul n'aurait pas pu le faire, mais est-ce que le premier ministre laisse son ministre comme ça un peu téméraire peut-être arriver avec cet article-là, ou vous avez vraiment l'impression qu'il y a une vision gouvernementale que moi, je qualifierais, mais peut-être que comme prof d'université, je théorise des choses qui sont peut-être pas théorisées par les acteurs comme tels, mais moi, j'aurais tendance à parler d'unilatéralisme. C'est-à-dire, pendant plusieurs années, vous nous l'avez rappelé, il y a eu cette approche plus multilatérale qui consistait à négocier. Donc, le Québec négociait avec les autres provinces. Meade, Charlottetown, on tentait de modifier le texte constitutionnel par les formules d'amendements plus complexes. Ça a échoué. Ensuite, il y a eu la tentative de modification constitutionnelle, mais là, peut-être encore plus importante, via les référendums qui devaient donner un pouvoir de négocier et tout, pour déboucher à une souveraineté partenariat. Bon, on connaît ça. Ça a échoué aussi. Et là, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être une nouvelle approche unilatérale où le gouvernement ne veut pas nécessairement négocier, quoi qu'il le fait dans certains dossiers plus administratifs, mais ce n'est pas tant de la négociation, ce n'est pas un référendum non plus, ce sont des gestes unilatéraux. On peut penser, bon, au 96, à la modification unilatérale de la Constitution de 1867. On peut penser aussi à l'usage de la disposition de souveraineté parlementaire, dite disposition de dérogation. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie gouvernementale plus large ou c'est vraiment un geste isolé que cet aspect du projet de loi 96? Une bonne question. Je pense que c'est plus large parce que ce ministre téméraire, Simon-Jeanin Barrette, je crois qu'en son fort intérieur, par exemple, il voudrait que dans le projet de loi 96, on applique la Charte de la langue française au niveau collégial. Et il ne le fait pas. Si c'était une orientation gouvernementale, ça passerait. Hein? Et on sait qu'il y a plusieurs ministres, plusieurs personnes dans le caucus qui étaient d'accord avec ça. Donc, c'est ça. Je pense que c'est une orientation, c'est une réinterprétation de ce qui avait été présenté en 2015, si je ne m'abuse, le nouveau projet pour les nationalistes du Québec par la coalition Avenir Québec lors de son grand virage nationaliste. Hein? Dans un premier temps, la coalition Avenir Québec, c'est la coalition, je dirais, cacatoès. Hein? Et son logo est multicolore comme un Fruit Loops. Et en 2015, là, on décide de mettre du bleu, de mettre une fleur de lys. Puis, on se donne quand même une politique nationaliste dans laquelle il n'y avait pas l'unilatéralisme. Mais je pense que l'unilatéralisme que vous évoquez, Guillaume, ça découle de cette idée-là. Il y a bien des choses dans ce document-là qui sont héritées de l'ADQ, la première ADQ, hein, l'ADQ de Mario Dumont des débuts, qui était une ADQ souverainiste, en tout cas qui était prête à voter oui. Donc, il y a des relents de ça, il y a des espèces de retailles qui restent comme ça, des reliques, c'est le mot que je cherchais, avec, évidemment, le volontarisme de Simon-Jeanin Barrette, ça s'est traduit comme ça. Et c'est ça qui est arrivé, je pense.
Intéressant. Je vous amènerai peut-être sur un autre plan parce que, je le disais à l'instant, il y a plusieurs journalistes maintenant qui s'intéressent à la question constitutionnelle puisque différents éléments de l'actualité les amènent à le faire. Mais dans votre cas, vous avez peut-être une autre originalité. En plus d'avoir été, je pense, dans les années où il était moins question des questions constitutionnelles, vous avez tenu le fort, pour le dire comme ça. Le désert, Guillaume, le désert. La traversée du désert. Le désert constitutionnel. Voilà. Donc, vous étiez un de ceux qui prêchait dans le désert avant les autres, donc on peut vous lever le chapeau pour ça. Mais vous avez peut-être une autre originalité qui, à mon avis, vous caractérise par rapport à d'autres journalistes. C'est que souvent, les journalistes vont être critiques à l'égard du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, et vous l'êtes aussi, et je pense que c'est le rôle des journalistes, on en convient tous. Mais parfois, il y a une tendance chez les journalistes à peut-être être moins critiques du pouvoir judiciaire. Soit parce que des fois, ils connaissent moins les technicalités qui font qu'ils sont peut-être un petit peu moins à l'aise, ou encore parce que souvent, le pouvoir judiciaire est perçu comme un contre-pouvoir et les médias, les journalistes perçoivent aussi, à tort ou à raison, comme un contre-pouvoir, le fameux quatrième pouvoir, qui est plus évidemment un contre-pouvoir qu'un pouvoir. Alors, parfois, il y a peut-être une complicité, dans le bon sens du terme, qui peut se développer entre le quatrième pouvoir, donc plus médiatique, et le pouvoir judiciaire. Mais dans votre cas, à l'occasion, vous montrez parfois critique envers le pouvoir judiciaire. Est-ce que je me trompe ou il y a de ça chez vous? Est-ce que je me trompe en pensant que vous avez peut-être une originalité, peut-être qu'un peu plus souvent que d'autres de vos collègues journalistes, vous avez parfois des critiques envers tel jugement ou telle chose qui peut survenir dans l'appareil judiciaire? Puis si c'est exact, peut-être nous dire dans quel cadre peut-être plus large ça s'inscrit. Mais c'est une critique qui est ancrée dans dans certains éléments peut-être de mon parcours. Donc, le choc du jugement Ford, ça, c'est clair que cette idée dans le jugement Ford, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais si je me souviens bien, il y avait l'idée d'une liberté d'expression commerciale héritée d'une jurisprudence américaine. Je trouvais que tout ça était très artificiel pour amener le tribunal à dire que la disposition de la Charte de la langue française qui disait qui imposait l'unilinguisme dans l'affichage était un affront aux droits et libertés. Ça m'a heurté. Je me souviens, je me suis dit, est-ce que les droits et libertés ne sont pas sujets justement à ce moment-là à interprétation? C'est pas un truc absolu. Il n'y a pas des droits dans le ciel, des idées genre platoniciens qui descendent et que le juge saisit comme ça, comme un fruit mûr. Et que lui seul peut saisir. C'est que lui seul peut saisir, c'est ça. Donc, ça, c'est une chose. Et j'ai eu l'impression dans les années qui ont suivi qu'on a oublié ce caractère très aléatoire des jugements en fonction des préférences des juges aussi, des nominations. J'ai couvert la commission Bastarache comme journaliste, comme reporter, et on a vu à quel point les nominations pouvaient être faites selon tu sais, sans dire que les juges sont incompétents, mais c'est des êtres humains. C'est des êtres humains qui sont nommés par d'autres êtres humains qui, parfois, veulent faire valoir leurs intérêts, puis ça prend la forme d'un post-it, souvent sur un CV qui fait l'affaire. Donc, ça, c'est sûr. Et tout ça, je pense, m'a amené à développer l'idée qu'il faut cultiver un dialogue entre les pouvoirs, alors que depuis 1982, il y a eu... le dialogue a été complètement, presque étouffé. Il y a peu de dialogue. Les gens du législatif et de l'exécutif, souvent, ont développé le réflexe de dire il y a le test des tribunaux, comme si c'était un test de pH de piscine, là. Tu sais, comme si c'était impossible que le tribunal se trompe, que c'était pas vraiment des humains. Et donc, j'ai enseigné, moi, c'est de la science politique, puis j'ai enseigné Polybe. Polybe, auteur antique qui se questionnait sur quel était le meilleur régime et qui en venait à la conclusion que le meilleur régime, c'était un mélange de l'aristocratie, la démocratie bon, je me souviens pas de tous les détails, mais
ça pour dire que de là vient l'idée de la séparation des pouvoirs. La première formulation de la force des contrepoids vient de Polybe, a été après ça théorisée de façon magistrale par Locke, par Montesquieu, et j'ai eu l'impression, donc à partir de 1982, qu'au Canada, qu'il n'y avait plus cette espèce d'équilibre-là entre les pouvoirs et que le législatif et l'exécutif s'en étaient carrément remis au pouvoir des juges. Je ne parlerai pas nécessairement de gouvernement des juges, mais d'espèce de crainte, de déférence à l'égard des juges que je trouve malsain. Cette crainte-là, je la trouve malsaine pour la démocratie. Ça a été jusqu'à, écoutez, Paul Martin, dans un débat des chefs, avait comme principale idée en 2006, si je ne m'abuse, de dire qu'il fallait se débarrasser de la clause dérogatoire, alors que c'est ça c'est le dernier, je veux dire, le dernier rempart contre un gouvernement des juges absolu, là. Et il y a aussi, j'ai parlé du jugement Ford, il faudrait que je parle aussi de jugements que j'ai lus et que j'ai enseignés en sciences politiques, les jugements sur le droit de veto, sur le rapatriement et sur le droit de veto. C'est des jugements qui sont choquants pour le Québec, en tout cas moi que j'ai trouvé choquant. Et quand on regarde toute l'argumentation que des grands avocats comme Binet, que des grands plaideurs comme Lucien Bouchard ont fait, et que ça a été balayé du revers de la main, j'ai trouvé que c'était des gestes politiques de la part d'une cour qui était là, justement pas une cour divine qui avait les yeux bandés puis qui cherchait uniquement la justice. Moi, ça m'a choqué, surtout quand on voit aussi ce qui était proposé par Claude Ryan dans le livre beige en 1980. Il proposait une cour constitutionnelle justement pour qu'on sorte, comme un peu en Allemagne, les questions constitutionnelles d'un tribunal qui est socialisé dans la capitale auprès de l'exécutif fédéral et qui est nommé en partie par les États fédérés. Alors voilà, c'est tout ça qui fait que j'ai ce réflexe-là que vous avez bien vu. Parfois, je suis sûr que je me trompe là, parce que c'est pas une spécialité, mais c'est une espèce de sensibilité à l'importance de garder un dialogue ouvert entre les pouvoirs et d'en finir avec l'espèce de déférence extrême des gens du politique à l'égard des juges et du judiciaire. Bien, ça boucle bien la boucle parce que vous revenez finalement au pourquoi, en revenant sur votre parcours à l'instant, vous nous rappelez un petit peu finalement d'où vient cette sensibilité actuelle qui se traduit dans votre travail de tous les jours à Cube Radio ou au Journal de Montréal, en puisant évidemment dans votre parcours. Alors, je trouve que c'est une belle façon de boucler la boucle. Et on ne voulait pas vous regarder trop longtemps parce qu'on sait que vous êtes très, très occupés. On vous remercie déjà beaucoup pour le temps que vous venez de nous consacrer. Alors, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter Affaires d'État, des collines aux tribunaux, le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode avec Antoine Robitaille, que je remercie chaleureusement encore une fois. Je m'appelle Guillaume Rousseau et je remercie également ma co-animatrice, Maître Sophie Tachereau. Pour plus d'informations sur le balado ou sur les nouveaux programmes en droit et politique appliqués de l'État, écrivez-nous au dpae.droit@usherbrooke.ca ou encore inscrivez-vous à la séance d'information qui aura lieu le 8 mars prochain. Il vous suffit de googler les mots « droit et politique appliqués de l'État ». Vous tomberez sur notre page web et vous pourrez vous inscrire à la séance d'information ou carrément au programme puisque nous sommes présentement en période de recrutement, d'inscription et d'admission. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.